les tests unitaires, structurels, dynamiques. On avait vu déjà la première technique qui est l'utilisation des diagrammes de flux de contrôle et pour définir les données de test. Et donc, en utilisant le graphe de flux de contrôle, on s'est dit, on va, pour réduire le nombre de chemins d'exécution possibles, choisir des critères de couverture. On avait vu le critère de couverture, tous les nœuds, tous les arcs, tous les chemins possibles, tous les 1 ou K chemins. Maintenant, on va voir ensemble un autre critère qui s'appelle tous les chemins indépendants. Donc, je vais partager le support de cours et on commence. C'est bon, ça s'affiche chez vous? Ça s'affiche très bien. OK. Alors, le critère de couverture, tous les chemins indépendants, vise à parcourir tous les arcs dans chaque configuration possible et non pas au moins une fois comme décrit dans le critère tous les arcs. Alors, dans le critère tous les arcs, il fallait juste s'assurer que je passe au moins une fois par un arc dans les chemins proposés, sans pour autant m'intéresser au chemin qui contient cet arc-là. Donc, le critère tous les chemins indépendants, on vous dit, on va parcourir les arcs dans chaque configuration. Ce qu'on veut dire configuration, c'est-à-dire chemin possible, chemin de contrôle possible. Alors, ici, c'est une remarque qu'on vous dit, lorsque le critère tous les chemins indépendants est satisfait, cela implique que le critère tous les arcs est satisfait et donc automatiquement, le critère tous les nœuds est satisfait. Donc, c'est un critère qui est plus fort que le critère tous les arcs. Pour pouvoir appliquer le critère de couverture tous les chemins indépendants, nous allons introduire une métrique qui s'appelle le nombre de McCabe ou la complexité cyclomatique. Donc, la complexité cyclomatique est utilisée, c'est une métrique qui permet de mesurer la qualité d'un code source dans le sens où plus le nombre de complexités cyclomatiques est important, plus le programme est complexe, donc plus il va nécessiter des jeux de test. Donc, ça réduit la testabilité ou la facilité de tester d'un logiciel. Comment j'utilise maintenant d'abord, comment je calcule le nombre de McCabe et on va voir comment l'utiliser par la suite pour définir les chemins indépendants, pour respecter le critère de chemin indépendant. Donc, on vous dit, la complexité cyclomatique est une mesure de la complexité logique d'un programme. Dans le contexte des textes, le nombre cyclomatique ou le nombre de McCabe indique le nombre maximum de chemins complets indépendants, ce qui donne le nombre de cas de test nécessaires pour assurer une bonne couverture du code. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors que par exemple le critère tous les arcs ou tous les nœuds, le nombre de chemins n'est pas spécifié. On vous dit, je prends un nombre de chemins minimal qui respecte le critère tous les nœuds ou qui respecte le critère tous les arcs. Pour la couverture tous les chemins indépendants, le nombre de McCabe m'indique le nombre de données de test à définir. Il m'indique le nombre de chemins de contrôle à définir pour lesquels il faudra trouver des données de test. Maintenant, comment je calcule le nombre cyclomatique ou le nombre de McCabe? J'ai 3 méthodes de calcul équivalentes qui me donneront toujours le même résultat. On note le nombre de McCabe avec le symbole VG, le V du graphe. Donc, la règle de calcul, c'est le nombre d'arcs moins le nombre de nœuds
plus 2, plus 2 lorsque j'ai une seule entrée et une seule sortie, telle qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, si j'ai une entrée et plusieurs sorties, c'est-à-dire je ne me suis pas obligée à rajouter le nœud S à la fin, ça va être le nombre d'arcs moins le nombre de nœuds, plus 1, puisque généralement l'entrée, pas généralement, j'ai une seule entrée, plus le nombre de sorties. Le 2 représente le nombre de nœuds entrée-sortie de mon graphe. Il est aussi calculé avec la formule le nombre de conditions plus 1. Donc, si je prends, je commence par la première règle, le nombre d'arcs moins le nombre de nœuds plus 2. Je compte le nombre d'arcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Il y avait 11. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il y a 11 arcs. Je compte les nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 arcs. Donc, je ferai 11 moins 9 plus 2. Ça me donne le nombre de ma cape. Donc, il me faut indépendant. Maintenant, comment je vais définir ces chemins? Alors, comme ça, en regardant, alors, deux chemins sont indépendants si il existe un arc qui appartient à un chemin qui n'est pas dans l'autre chemin. Donc, si je regarde ce schéma, les chemins indépendants qu'on pourrait avoir, les quatre, on va avoir le chemin qui va de 1 à 11, le chemin qui va alors de 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Ils sont indépendants. Pourquoi? J'ai ici, par exemple, le nœud, l'arc 1, 2 qui n'existe pas dans le chemin 1, 11. Ensuite, je prends un autre chemin qui est 1, 2, 3, 6. Donc, je prends un autre chemin qui est 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Il est indépendant du premier chemin et du deuxième chemin parce qu'il contient l'arc, par exemple 6, 8, qui n'est ni dans le premier chemin ni dans le deuxième chemin. Le quatrième chemin va être le chemin qui va passer par là. Donc, j'ai un premier chemin qui passe par là, le deuxième qui passe par là, le troisième, bon, il était simple, il passe par là. Le quatrième, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Il contient l'arc 4, 5, 10 qui n'est ni dans le premier chemin, ni dans le deuxième, ni dans le troisième. Maintenant, pour les définir de façon plus technique, nous avons un algorithme ou une procédure qui nous permet de définir tous les chemins indépendants. Première étape, toujours calculer VG, parce que c'est VG qui me dira quel est le nombre de chemins indépendants maximum que je dois avoir. Donc, on va produire une donnée. Alors, on vous dit produire une donnée de test au hasard couvrant le maximum de nœuds de décision du graphe. Donc, une fois que j'ai calculé VG, la première chose à faire, c'est que j'essaye de trouver, je propose un premier chemin de contrôle qui passe par le maximum de nœuds de décision, c'est-à-dire les nœuds où il y a des conditions, où il y a deux sorties. Donc, je prends ce chemin, donc ça va être le premier chemin proposé. Bien sûr, on va lui produire une donnée de test, puisque l'objectif à la fin, c'est de produire des données de test. Ensuite, pour ce chemin, on vous dit ensuite produire une donnée de test qui modifie le flot de la première instruction de décision du graphe. Vérifier j'explique, je lis ensuite j'explique, d'accord? Vérifier l'indépendance du chemin calculé par rapport aux autres chemins déjà calculés. Deux chemins sont indépendants s'il existe un arc qui est couvert par l'un et qui n'est pas dans l'autre.
Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à la couverture de toutes les décisions. S'il n'y a pas de décision à étudier sur le chemin initial et que le nombre de chemins trouvés est inférieur à VG, le nombre de McCabe, considérez les chemins secondaires déjà trouvés. Alors, on va voir un exemple ici pour expliquer et dérouler cette procédure. Alors, soit le chemin, le programme suivant. Donc, on a une fonction qui s'appelle goodString. On lui donne en entrée un integer qui s'appelle count et elle retourne un booléen. La fonction goodString est censée reconnaître toutes les chaînes de caractères fournies caractère par caractère, commençant par le caractère A, suivi d'une série de B ou C, dont le nombre sera compté, et se terminant par X. Si la chaîne est reconnue, alors la fonction retourne vrai, sinon elle retourne false. Ça veut dire que pour ce programme goodString, nous allons injecter des caractères. Et ces caractères doivent respecter l'expression régulière ou la grammaire suivante. A, B ou C étoile, X. Donc, je disais A, B ou C étoile et se termine par X. Et on doit compter le nombre de... Alors, comment ça? Le nombre sera compté, le nombre de A et de C. Si la chaîne est reconnue, alors la fonction retourne vrai, c'est-à-dire si les caractères lus par la fonction goodString respectent la grammaire ou l'expression régulière A, B ou C étoile X, elle retournera vrai, sinon elle retourne false. Donc voici le programme associé à cette fonction goodString. Donc on a une variable char de type ch de type char. GoodString, au départ, elle est initialisée à false. Le compteur, il est initialisé à 0. Et ensuite, on va lire le caractère. Si le premier caractère est un A, ça veut dire que je vais lire le prochain caractère. Si c'est différent de A, je sors et je retournerai GoodString égale false. Ensuite, je lis le caractère suivant. Tant que c'est un B ou un C, j'incrémente mon compteur et je lis le caractère suivant. Dès que ce n'est ni un B ni un C, je sors de la boucle. Si c'est un X, donc goodString est égal à true. Sinon, goodString est égal à false. Donc, voici le programme associé à cette fonction. Et on nous demande de définir les données de test en utilisant le critère tous les chemins indépendants. Première chose qu'on doit faire, c'est modéliser le graphe de flux de contrôle de ce programme. Alors, on va essayer de le... Attendez, je vais lancer... je vais repartager... Je vais arrêter le partage pour partager tout mon écran. Je vais partager tout mon écran pour que on puisse travailler sur le tableau. Donc, je copie le programme. Voilà, et on va commencer par le graphe de flux de contrôle associé à ce programme. Donc, je vais avoir... attendez, je crois que j'ai pris mon tableau à l'envers. Ah oui. Alors, toujours l'entrée, la sortie. Ensuite, donc, première instruction, j'ai
good string égale false et count reçoit 0 et read ch. Ensuite, le nœud suivant, ça va être un if, soit a, est égal, ch est égal à a, sinon ch différent de a. Si ch est différent de a, je vais à la sortie. Ensuite, si ch est égal à a, je dois lire le caractère suivant. Donc, read ch. Et ensuite, j'ai une boucle while. C'est une boucle while, donc je remarque qu'elle est composée. Donc, je vais la décomposer. Donc, j'ai ensuite, premier cas, alors, ch égale b, ch différent de b. Après, si ch est différent de b, alors on va faire l'inverse parce que je n'aurai pas assez de place comme ça. Voilà. Donc, si c'est là, je mettrai ch égale b et là, ch est différent de b. Si ch est égal à b, qu'est-ce qu'on a? On a l'instruction count égale count plus 1 et read ch. Et alors, par contre, s'il est différent de B, je vais tester avec C. Si C égale CH, CH égale C. Et bien sûr, je vais lire le prochain caractère. J'espère que je ne me suis pas trompée. Par contre, si CH est différent de B et différent de C, à ce moment-là, on va tester. Voilà, count et read ch. Donc, on lit le prochain caractère. S'il est différent de C, qu'est-ce que je dois faire? J'ai là aussi un autre test. Si ch, alors j'ai deux cas. Si ch, if ch égale x, je vais faire good string égale true et je vais aller à la sortie. Sinon, je vais aller directement à la sortie. Donc, maintenant que j'ai défini mon graphe, donc j'aurai A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, voici le graphe que je vais obtenir. Donc, je reviens à mon énoncé. Donc, on doit construire le graphe de flow de contrôle en décomposant les conditions multiples et on applique la démarche. Donc, ça nous donne le graphe suivant. Maintenant qu'on a le graphe suivant, qu'est-ce qu'il nous dit l'algorithme? On doit choisir. Alors, je vais prendre le schéma. Ou alors, on continue à travailler sur notre graphe. On doit choisir. Il n'est pas très lisible. On doit choisir un chemin qui passe par le maximum de nœuds de décision. Donc, je dois d'abord identifier les nœuds de décision. J'ai le B ici. Premier nœud de décision. J'ai ensuite A, B, C, D, le D ici. J'ai ensuite le F, qui est une décision. J'ai ensuite le G, qui est une décision. Donc, si je devais...
La première des choses qu'on doit faire dans l'algorithme, c'est calculer VG. Je vais juste enlever le programme pour me laisser un peu de place. Donc, je vais calculer VG. Alors, c'est le nombre de nœuds de décision 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait 4 plus 1 qui est égal à 5. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompée dans le schéma. Voilà, je ne me suis pas trompée. Alors, maintenant, j'essaye de trouver le chemin qui passe par le maximum de nœuds de décision. Donc, j'aurai ici CH1 qui est E, A, B, C, D, F, G. Après, je peux prendre HS ou S directement, peu importe. H, S par exemple. Donc, ça, c'est le premier chemin. Bien sûr, pour lequel il faudra définir une donnée de test. Donc, une fois que j'ai défini le chemin, le premier chemin, je vais identifier les décisions sur ce chemin. J'ai B, j'ai D, j'ai F et G. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... Alors, l'idée pour dire que des chemins sont indépendants, c'est que lors d'une décision, je vais faire deux parcours différents. Prendre les deux arcs qui coïncident avec décision égale vrai et faux. Donc, si je prends le premier chemin qui est E, A, B, C, D, F, G, H, S. Le premier nœud de décision, il est le B. Donc, dans CH1, j'ai fait E, A, B, C. Maintenant, je prends un chemin qui ne passe pas par C. Donc, ça me donnera CH2 qui est E, A, B. Et au lieu de partir par C, je vais aller à S. Après, le troisième chemin, le prochain nœud, c'est D. Donc, j'aurai E, A, B, C, D. Arrivé à D, j'avais pris par F. Maintenant, au lieu de prendre... je crois que je me suis trompée quelque part. C'est pas grave. Donc, au lieu de prendre de D à F, je vais prendre de D à E. Donc, il me faudrait un chemin qui va faire E, A, B, C, D, E, D. Après, pour sortir, il me faudra au moins F, G, S. Je passe au quatrième chemin. Donc, je m'intéresse au nœud F, au nœud décision F. Alors, dans le premier chemin, j'avais pris par G. Donc, cette fois-ci, je vais prendre par E. Donc, je recommence. Ça me donnera E, A, B, C, D, F. Au lieu de prendre par G, je prends par E. Donc, ça me donnera F, E, E, D, F, G, S. Le dernier chemin, donc je m'intéresse au dernier nœud de décision qui est G. Donc, G, j'avais pris GH. Maintenant, au lieu de prendre GH, je vais prendre GS. Donc, j'aurai E, A, B, C, D, F, G, H, S. Et là, j'ai défini 5 chemins qui sont indépendants. Si je regarde, je trouverai toujours un arc qui est dans un chemin et qui n'est pas dans les 4 autres. Donc, ils sont indépendants 2 à 2. Et si je regarde mon chemin, les 4 chemins que j'ai trouvés, donc le premier EABS, le deuxième qui passe par cet arc-là et qui sort, le troisième qui passe par cet arc-là et qui sort, le quatrième qui ne passe pas par ces 2 arcs et qui sort, le dernier qui passe aussi par H et qui sort. Donc, ça nous fait 5 chemins d'exécution. Et, ou alors, Madame, donc, oui, pour oui, le chemin 1 et 5, c'est les mêmes chemins. non. J'ai oublié, j'ai rajouté le H, pardon. Non, j'ai dit je prends GS.
Je vais effacer. Désolée. Hein. Je vais effacer le H parce que il s'agit de prendre. J'ai pris tout à l'heure GH, donc il me faudrait l'autre arc, donc ce qui va être GS. C'est bon? Donc je reviens maintenant à notre énoncé. Donc on vous dit, on a calculé VG. On a trouvé que VG était égal à 5. Donc le premier chemin par rapport à notre, donc c'est 0, 1. Alors comment faire pour afficher les deux en même temps? Je vais copier le... Attendez, hein, pour que vous puissiez voir... est-ce que je pourrais le mettre en transparent, arrière-plan, voilà. Je vais essayer de le rendre un peu plus petit. Juste que vous puissiez... Alors, je sais que les deux sont un peu mélangés, mais... Alors, regardez ici le premier chemin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est le premier chemin qui a été pris. Là, les nœuds de décision, on a d'abord le 1, ensuite on a le 3, ensuite on a le 6 et on a le 7. Donc, c'est les nœuds de décision. Donc, au départ, on vous dit, on choisit la première décision de B1. Donc, la première décision qui est 1. Donc, la première est vraie. On choisit une DT pour l'inverser et donc sensibiliser le chemin 0, 1, 9. Parce que tout à l'heure, on avait pris 1, 2. Et après, on vous donnera, ici, on vous donne les données de test. On vous dit, il suffit d'avoir un B. Parce que, alors, déjà pour faire le premier chemin. Le premier chemin, on va faire A, ensuite B, on va faire A, B, et ensuite on va faire C, et ensuite X. Donc, avec le chemin, avec la donnée de test A, B, C, X, parce qu'on est en train de faire des reads CH. Donc, la donnée en entrée, c'est les caractères injectés. Et c'est la série de caractères injectés. Vous permettez 2 secondes? Je vais sévir et je reviens. Désolée pour l'interruption. Donc, ensuite, avec le chemin 019, un chemin qui va ici et qui va tester CH, il va trouver que c'est différent de A, il va aller à la sortie. Donc, il suffit de prendre X, B, n'importe quel caractère, d'ailleurs, autre que A, fera l'affaire pour la donnée de test. Ensuite, le deuxième nœud de décision, c'est 3. Dans le chemin 1, on travaillera toujours par rapport au premier chemin qu'on avait pris, d'accord? Donc, par rapport au premier chemin, on avait fait 3, 4. Donc, au lieu de faire 3, 4, on va faire 3, 6. Ça veut dire que je lis A. Ensuite, le deuxième caractère n'est pas un B. Donc, ça peut être un C. Donc, je choisirai un chemin qui va faire CX, par exemple, pour continuer à aller 7, 8, 9. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fasse tous les chemins. Donc, pour chaque chemin, j'ai défini, pour chaque décision. D'ailleurs, c'est pour ça le nombre de maquettes, c'est le nombre de décisions plus 1. Parce que on commence, on comptabilise le premier chemin, plus ensuite, pour chaque nœud de décision, on prend un deuxième chemin. Donc, ça nous fait le nombre de décisions plus 1.
Des questions sur cet algorithme? Des questions? Est-ce que vous avez des questions ou j'avance? Je continue. Pas de questions? Ok. Je continue alors. Donc, vous avez ici un deuxième exemple. Donc, on vous donne extrait de... Alors là, c'est le livre Software Engineering, A Practitioner Approach, 5e édition. En 2001, c'était la 5e édition. Je crois qu'ils sont à la... Je ne me rappelle plus si c'est à la 9e ou 11e. L'essentiel. En entrée, on a un tableau d'O plus sans nombre, une borne max et une borne min. En retour, on vous demande les données de sortie, ça va être la moyenne des nombres compris entre min et max, somme de min et max qui vont être des indices de notre tableau. Hein. Somme de tous les nombres, somme des nombres compris entre min et max. Donc, vous avez le programme associé qui est là. Donc, même chose. Première chose, alors je vous laisse quelques minutes. Vous allez modéliser le graphe de contrôle, calculer VG et appliquer le programme, l'algorithme de la définition des chemins indépendants sur cet exemple. Allez-y. Donc, vous prenez une feuille et vous commencez à
On va corriger. On va prendre notre programme. Je vérifie juste que le micro fonctionne, c'est bon. Ok, je copie le programme et on essaie, on commence par modéliser. Voilà. Voilà. Donc, on recommence. On a l'entrée, la sortie. Alors, au départ, le premier nœud, j'ai I égale 0. Total input égale 0. Total valide égale 0. Et sum égale 0. Ensuite, j'ai une condition composée. Donc, j'ai un while. J'ai le cas où value de I différent de 999, moins 900, pardon, moins 900, ou lorsque value de I égale moins 999. Alors, ici, je dois vérifier que total input est inférieur à 100. Donc, j'ai soit total input inférieur strictement à 100. Et dans ce cas-là, j'aurai alors, total input supérieur ou égal à 100. Donc, dans les deux cas, je sors de la boucle while. Donc, je viens ici. Alors, à l'intérieur de la boucle while, je vais avoir d'abord total input plus plus. Ensuite, j'ai encore une fois une condition composée. Donc, j'ai soit value de I supérieur ou égal à min ou value de I inférieur strictement à min. Ensuite, j'ai une deuxième condition, value de I soit, alors là, c'est lorsque la condition est, soit value de I est inférieur ou égal à max, sinon value de I supérieur strictement à max. Alors, lorsque la condition n'est pas respectée, je viens au nœud I++ et est-ce quelle est la condition de la boucle? Elle est là. Maintenant, si value de I supérieur ou égal à min et value de I inférieur ou égal à max, j'ai le nœud où j'ai total valide total valide sum égale plus value de I. Et ensuite, je vais à rejoindre le nœud I++. Alors, on avait par contre, si le while était égal à false, donc on est là, on a encore,
Alors, peut-être que je vais enlever cette flèche pour ne pas avoir beaucoup de... Voilà. On va la mettre... On va la faire par là. Bon, dans l'énoncé, le cours, vous aurez un schéma plus agréable que ça. Alors après, on a deux cas. On a un test, soit total valide total valide est supérieur à 0. Et là, je vais avoir average égale somme divisé par total valide. Ou, donc total valide inférieur ou égal à 0. Et là, j'aurai le nœud average égale moins 999. Dans les deux cas, je vais aller à la sortie. Bien sûr, si on n'avait pas ajouté le nœud de sortie ici, pour calculer le nombre de McCabe, on aurait une entrée, deux sorties. Donc, ça aurait été le nombre d'arcs moins le nombre de nœuds plus 3. Dans notre cas ici, ça va être nombre d'arcs moins le nombre de nœuds plus 2 parce qu'on a conduit les deux arcs ici vers ce nœud. Donc, j'aurai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Alors, en espérant que je ne me sois pas trompée, est-ce que quelqu'un a vu que je me suis trompée, si vous êtes en train de suivre? Bon, je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est calculer VG. Très simple. Je compte le nombre de nœuds de décision. Donc, un premier nœud de décision, un deuxième nœud de décision, un troisième nœud de décision, un quatrième nœud de décision, un cinquième nœud de décision. Donc, normalement, VG égale 6. Je vérifie. Donc, voici le schéma correspondant à l'exemple qu'on vient de trouver. Donc, on avait dit au départ le nœud. Donc, 1, c'est le nœud, nous, on l'appelait E ou entrée. Et 13, on l'a appelé sortie. Donc, le premier nœud, donc, il contient les instructions ENT, I égale 0, total input égale 0, total valide égale 0 et somme égale 0. Ensuite, je viens ici à ma boucle while qui est composée. Donc, soit value de i est différent de 4. Si value de, il faut que value de i, pardon, soit différent de 99 et total input inférieur à 100 pour pouvoir faire total input plus plus. Ensuite, j'ai le test. Donc, il faut que value de i soit supérieur à min et value de i inférieur ou égal à max pour pouvoir, donc 2 étoiles, pour pouvoir faire total valide plus plus et min plus égale value. Et je reviens au nœud i qui contient i plus plus. Alors, après, je reviens à la boucle while. Lorsque value de i est égal à moins 999 ou total input, donc soit value de i est égal à moins 999 ou total input est supérieur ou égal à 100, je viens à ce if. Si total valide est supérieur à 0, j'ai moins x qui était average égale somme sur total moins valide. Sinon, je viens ici où j'ai average égale moins 999 et dans les deux cas, je viens à la sortie qui est
au nœud sorti ici qui représente le nœud 13. Donc, on avait calculé VG, on avait trouvé que pardon. Et on avait trouvé que VG est égal à 6. Je vous recommande d'utiliser le nombre de décisions plus 1. C'est plus facile à calculer parce que en utilisant la règle tous les arcs et tous les nœuds, vous risquez d'oublier un arc ou de compter un arc deux fois. C'est plus facile de compter les régions ou de compter les décisions. Donc maintenant, il s'agit de trouver un chemin qui passe par le maximum de décisions. Les décisions, on avait dit que c'était 3, 4, 6, 7 et 10. Donc un chemin qui fait alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, vous avez le choix 8, 9 ou 7, 9, 3, 10, 11, 13. Donc ça va être le premier chemin. Donc le premier chemin qui a été pris ici, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 13. Donc, pour pouvoir faire ce chemin, il faut que value de i soit différente de moins 999. Donc ici, on a pris un tableau qui contient les deux valeurs 2 et moins 999, avec min égale 1 et max égale 10. Donc, ça nous permet, alors on avait dit, donc value de i, au départ i est égal à 0. Donc value de i c'est 2. 2 est différent de moins 999, il est inférieur à 100. Donc je vais faire total input plus plus. Ensuite, j'ai value de i, donc qui était 2, il est supérieur ou égal à min, qui est 1. Il est inférieur ou égal à max, qui est 10. Donc on va faire ce qu'il y avait ici dans le nœud 8. Total valide plus plus et min reçoit min plus value de i. Et je viens ici et je refais le test. Est-ce que value de i, puisqu'on a incrémenté le i, donc maintenant on est à value de 1, c'est moins 999. Je sors, je viens ici. Est-ce que total valide est supérieur à 0? Oui. Je fais average égale somme divisé par total valide. Donc ça, c'est le premier chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais souligner chacun des nœuds de décision qui vont être 3, 4, 7, 8 et 10. Donc, je commence par le premier chemin. Donc, ça va être un chemin qui va faire 1, 2, 3. Mais au lieu de faire 3, 4, il va faire 3, 10 directement. Après, j'ai le choix. Je prends 1, 2, 3, 10, 11, 13 ou 1, 2, 3, 10, 11, 10, 12, 13. Donc, deuxième chemin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10, 11, 13. Donc, on vous dit, c'est un chemin non exécutable parce que total valide reste nul. Donc, je prends à la place le chemin 1, 2, 3, 10, 12, 13. Parce que total valide est toujours égal à 0. Donc, on ne peut pas faire ce chemin. On va prendre le deuxième chemin. Donc, le deuxième chemin va être 1, 2, 3, 10, 12, 13. Pour ce faire, il suffit de prendre value égale moins 999, donc toute value de i. Donc, je prends un tableau avec la première valeur, donc value de 0, moins 999. Je viens ici. Est-ce que total valide est inférieur ou égal est supérieur à 0? Non. Donc, je peux pas, on n'est pas rentré, on n'a pas changé les valeurs. Donc, forcément, je vais prendre le chemin 1, 2, 3, 10, 12, où j'aurai total valide est inférieur ou égal à 0. Donc, j'aurai average égale moins 999 et je sors. Je reviens à ce premier chemin. Le chemin 1, on avait 1, 2, 3, 4. Donc, le deuxième nœud de décision, c'est 4.
On avait pris la première fois 4, 5. Maintenant, il faut prendre donc 1, 2, 3, 4. Au lieu de prendre par 4, 5, je prends 4, 10. Donc là aussi, j'aurai 1, 2, 3, 4, 10. Je peux prendre par 11, 13 ou 12, 13. Donc le troisième chemin, il est là. Donc on prend par 4, 10, 12, 13. Ensuite, on va prendre, donc après, on va prendre, à chaque fois, je reviens au premier chemin, je regarde le nœud de décision. Là, c'était 1, 2, 3. Le prochain nœud, c'est 7. J'avais pris 7, 8. Au lieu de prendre 7, 8, je vais prendre directement 7, 9. Et ainsi de suite. Pour avoir tous les chemins. Donc ici, le quatrième, c'était 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 7. Ah, parce qu'on avait pris ici 7, 8. Attendez, je vais vérifier. 6. Ah non, c'était 6 le nœud de décision. 6 et 7 et non pas 7 et 8, pardon. Donc on avait pris 6, 7. Maintenant, il faut prendre 6, 9. Et ensuite, c'est le cinquième chemin où au lieu de prendre 7, 8, je prends 7, 9. Et le dernier chemin, on vous dit que c'est un chemin impossible, qui est de prendre tout ce chemin. Ensuite, au lieu de passer par 12, je prends au lieu de passer par 11, je prends 12. Parce que dès que je rentre dans la boucle, ça veut dire que j'ai incrémenté total valide. Donc, il est impossible de faire ce chemin. Alors, des questions déjà avant que je passe à un autre point. Des questions sur comment calculer VG et comment utiliser VG pour calculer les chemins, le nombre VG de chemins indépendants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Ok. Je continue alors. De toute façon, l'algorithme, il est simple. C'est-à-dire, une fois que vous avez compris le principe, bon, on avait déjà parlé de la couverture, tous les i-chemins. Donc, on avait dit que la couverture, tous les i-chemins, on l'utilisait pour rendre moins fort le critère tous les chemins, tout court. Donc, tous les i-chemins imposent, ou i est un entier, ça peut être 1, 2, 3, impose de passer de 0 à i fois dans chaque boucle de notre programme. Bon, ça c'est... Alors, ceci clôture notre pas chapitre. En tous les cas, notre technique de définir les données de test en utilisant le diagramme de flux de contrôle. On passe à un autre type de test unitaire structurel dynamique qui est le diagramme de flux de données. En fait, le diagramme de flux de données est un diagramme de flux de contrôle qui est décoré, c'est-à-dire qui contient des annotations. Alors, pourquoi utiliser cette autre technique qui est le diagramme de flux de données? Si on regarde les critères de couverture basés sur le flux de contrôle, donc on avait vu tous les arcs, tous les nœuds, tous les chemins indépendants, pour ne citer que cela, on se focalisait beaucoup plus sur les instructions de décision et les séquences d'instructions en termes de chemin d'exécution. Donc, il n'y a aucune analyse des relations qui existent entre les différentes instructions. Regardez ici. Ici, j'ai affecté une valeur à x qui est 1 et puis, quelque part, j'ai une instruction qui dit if x égale 1. Donc, le diagramme de flux, c'est-à-dire pourquoi on a ajouté ou utilisé les diagrammes de flux de données, on est parti du principe de se dire, il serait peut-être intéressant de couvrir tous les chemins passant par une instruction I1 puis I2 sans couvrir tous les chemins d'exécution possibles. Ça veut dire quoi? Au lieu de m'intéresser aux décisions
tel qu'on le faisait dans le diagramme de flux de contrôle, parce que dans tous les critères, tous les arcs, tous les chemins indépendants, il s'intéressait aux décisions et l'idée de prendre des chemins différents par rapport à une décision. Mais si on s'intéressait à la lecture, écriture sur une variable, donc pour chaque variable, et là je ne dis pas données en entrée, mais variable, pour chaque variable de mon programme, si je me concentrais sur le cycle de vie de cette variable, donc la définition d'une variable, c'est-à-dire quand on va lui donner des valeurs, et l'utilisation de cette variable, que ce soit c'est-à-dire quand elle est utilisée en lecture. Donc, avec le graphe de flux de données, on s'intéresse à l'écriture des variables et à la lecture des variables, dans le sens où je m'intéresse au parcours d'une variable depuis son écriture ou sa définition jusqu'à son utilisation. Elle peut être utilisée, on va voir par la suite, dans un prédicat, donc une condition, ou elle peut être utilisée dans un calcul. Alors, même chose, une fois que on aura défini un graphe de flux de données en s'intéressant aux opérations d'écriture et de lecture sur les différentes variables du programme, on pourra appliquer des critères de couverture qui vont nous permettre de définir des données de test. Je rappelle que l'objectif de tous les tests structurels dynamiques est de définir des données de test. Donc là, on va plus s'intéresser aux décisions pour définir les données de test, mais aux opérations effectuées sur les variables, notamment la lecture et l'écriture. C'est ce qui nous permettra de définir des critères de couverture qui vont nous permettre de définir de tous les chemins de contrôle ou de tous les chemins d'exécution d'un graphe un ensemble de sous-chemins qui vont respecter les critères de couverture. Maintenant, les critères de couverture vont s'intéresser à la déclaration d'une variable, à l'initialisation d'une variable, à l'affectation de valeur à une variable, à la lecture de la valeur d'une variable, que ce soit dans une opération arithmétique x égale x plus 2 ou un prédicat, if x est supérieur à 0, elle permet de combler l'écart qui existe entre le critère toutes les branches et le critère tous les chemins. Donc, c'est des critères qui vont être plus puissants que tous les arcs ou toutes les branches. Et bien sûr, aucun critère ne peut dépasser le critère tous les chemins parce qu'il implique de trouver des données de test pour tous les chemins possibles. Chose qu'on avait dit, impossible à faire dès qu'il y a une boucle dans un graphe, dans notre graphe. Donc ici, pour le diagramme de flux de données, on prend en compte l'utilisation de variables au lieu des décisions. Comment? Alors, avant de modéliser un diagramme ou un graphe de flux de données, nous allons voir quelques définitions. Donc, première notion, c'est la notion d'instruction utilisatrice. Une instruction J2 est utilisatrice d'une variable X par rapport à une instruction J1 si la variable X qui a été définie dans J1 peut être directement référencée dans J2, c'est-à-dire sans redéfinition de X entre J1 et J2. Donc, si je regarde ici, l'instruction entre l'instruction 1 et 5, parce que 1, 2, c'est simple. Alors, X est défini, donc on va définir X dans l'instruction 1. J'utilise X dans l'instruction 5, donc je peux dire que l'instruction 5 est utilisatrice de 1, de l'instruction 1 pour la variable X. Maintenant, si je prends la ligne 2, j'ai A égale X plus 2, ensuite la ligne 5, Y égale X plus A.
Est-ce que je peux dire que la ligne 5 est utilisatrice de l'instruction 2 pour la variable A? Non, parce qu'on voit bien que dans la ligne 4, A est redéfinie. Quand on vous dit sans, c'est-à-dire sans redéfinition de X entre J1 et J2, je ne peux pas avoir une instruction de redéfinition entre les deux. Je peux dire que l'instruction 5 est utilisatrice de l'instruction 4 pour la variable A, mais je ne peux pas dire que l'instruction 5 est utilisatrice de la variable A pour l'instruction, est utilisatrice de l'instruction 2 pour la variable A. Alors, comment construire un graphe de flux de données? Donc, un graphe de flux de données est d'abord un graphe de flux de contrôle. À noter, avec les informations sur la vie des variables. Alors, au niveau de chaque nœud ou au niveau de chaque instruction, puisqu'on avait vu que dans le graphe de flux de contrôle, un nœud correspond à une instruction. Donc, au niveau de chaque instruction, une variable, elle peut être définie ou déclarée. Elle peut recevoir une valeur, donc une affectation. Elle peut être utilisée dans un calcul. Donc, x est utilisé dans le calcul y égale x plus 5. Elle peut être utilisée dans un prédicat, if x est égal à 5. Elle peut être détruite, donc sortie du domaine de définition de la variable. Une variable locale, dès qu'on arrive à la fin de l'exécution d'une fonction, c'est-à-dire elle n'est plus définie à la fin de l'exécution de cette fonction. Alors, je vais juste vous montrer un exemple avant de commencer à discuter les critères de couverture. Juste pour que vous ayez une idée. Voilà, si on reprend l'exemple du PGCD, vu en TD, on a le même graphe, sauf qu'on ajoute des annotations. Ici, C de P, D de P, K de P, C de P, P de P, D de P, K de P. Donc, on va voir après ce que ça veut dire, mais c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ressemble un graphe de flux de données. Donc, une fois qu'on a, et on va voir après comment modéliser un graphe de flux de données, une fois qu'on a modélisé le diagramme de flux de données, les critères de couverture, ils vont être, utilisant bien sûr le graphe de flux de données, elles vont être basées sur le flux de données. Donc, on va sélectionner les données de test en fonction de la définition des variables de mon programme et des utilisations de ces variables du programme. Donc, avec les graphes de flux de contrôle, on cherche les décisions pour identifier les chemins. Les chemins, ils diffèrent par rapport aux décisions. Avec le diagramme de flux de données, je m'intéresse aux définitions, c'est-à-dire aux valeurs que je donne à une variable et à l'utilisation, à la lecture de ces variables. Définition sur les occurrences. Une variable est dite définie lors d'une instruction si la valeur de la variable est modifiée. Donc ici, quand on parle de définition, ce n'est pas déclaration, c'est affectation. Une variable est dite référencée si la valeur de la variable est utilisée. En lecture, donc si on a lu la valeur, que ce soit dans un calcul, que ce soit dans un prédicat. Alors, une variable référencée dans le prédicat d'une instruction de décision, if, while, for, on l'appelle une P-utilisation de la variable. Donc, lorsqu'une variable est utilisée dans un prédicat, on dit qu'il s'agit d'une P-utilisation de cette variable, c'est-à-dire une utilisation dans un prédicat. Dans tous les autres cas, on parle d'une C-utilisation ou une utilisation dans un calcul. Donc, les annotations pour la définition, on utilise la lettre D. Pour une utilisation, on utilise la lettre U. Pour une utilisation dans un calcul, on utilise le C. Pour une utilisation dans un prédicat,
on utilise le P. Et pour la destruction, killed, on utilise le K. Donc, lorsque on a de multiples utilisations d'une même variable dans une instruction, donc on vous dit instruction utilisant une variable dans un calcul et un prédicat. J'ai if x plus 5 est supérieur à 0. La variable, elle est d'abord utilisée dans un calcul parce que je dois d'abord calculer x plus 5. Ensuite, le résultat est utilisé dans un prédicat. Et c'est pour ça que x, pour cette instruction, je vais lui mettre la notation CP. CP pour dire calcul, ensuite prédicat. Une instruction utilisant une variable dans un calcul et une affectation. J'ai x reçoit x plus 5. Donc d'abord, je calcule la valeur de x plus 5. Ensuite, je vais l'affecter à x. C'est pour ça que x ici va être annoté avec les caractères CD pour dire C comme calcul, utilisé dans un calcul, puis D pour dire qu'elle a été définie, c'est-à-dire qu'on a modifié sa valeur. Donc, dans les nœuds, pour chaque instruction, alors comment on va modéliser un graphe de flux de données? Je prends le graphe de flux de contrôle et puis pour chaque nœud, je vais regarder les variables utilisées dans ce nœud. Et pour chaque variable de ce nœud, je vais la noter si c'est une définition pour chaque variable x de mon nœud. Si cette variable est utilisée dans une définition, je vais mettre d de x. Si elle est utilisée dans un calcul, je vais mettre c de x. Si elle est utilisée dans un prédicat, je vais mettre p de x, etc. Donc, une fois construit, utilisez. Alors, une fois construit, avant ça, on va voir un exemple déjà. Donc, pour le PGCD, je rappelle que le graphe, c'était read, while, if P est supérieur à Q, if P égale P moins Q, sinon P égale P, Q égale Q plus P, et ensuite je reviens au while, return P et la sortie. Maintenant, si je veux étiqueter mon graphe de flux de contrôle par rapport à P, en fait, on doit le faire pour toutes les variables. Et je dis toutes les variables et non pas toutes les données en entrée. Toutes les variables de mon programme. Ici, il se trouve que comme par hasard, nos variables sont nos données en entrée. On n'a pas d'autres variables. Donc, on va essayer d'annoter ce graphe pour P et vous pouvez faire après la même chose pour Q. Alors, première instruction. Au départ, P est indéfini. Et c'est pour ça que j'ai K de P, ça veut dire que P n'est pas encore défini. Dans l'instruction read PQ, on a défini la variable de P. Et c'est pour ça que j'ai D de P, pour dire dans le nœud read, nous avons défini la valeur de P. Ensuite, j'ai while P est différent de Q. Dans cette instruction, nous avons utilisé P dans un prédicat. C'est pour ça que j'ai P de P. Après, je vais rentrer dans l'instruction if. If P est supérieur à Q. Là aussi, on a utilisé P dans un prédicat. Ensuite, si P est supérieur ou égal à Q, dans le then, qu'est-ce que j'ai? J'ai P égale P moins Q. Donc, j'ai l'utilisation de P dans un calcul. Ensuite, la définition. Et c'est pour ça que j'ai C de P, D de P, que je peux écrire aussi C, D de P directement. Dans le deuxième nœud else, j'utilise juste P dans un calcul. Et c'est pour ça que j'ai C de P. Je reviens, j'ai return. Alors, on avait dit tout à l'heure que tout ce qui n'est pas une utilisation dans un prédicat est une utilisation dans un calcul. Donc, le return, j'ai return P, j'ai une utilisation de P dans un calcul. Et à la sortie, P n'est plus défini, donc j'ai K de P. Si je veux faire la même chose pour Q, qu'est-ce que j'aurai? Alors, au départ, j'aurai ici K de Q pour dire que Q n'est pas défini. Read P et Q, donc je rajouterai ici D de Q parce que je définis aussi Q dans cette instruction.
Même chose dans le while, j'avais P de P, je rajoute P de Q, puisque P est utilisé dans un prédicat. Dans ce nœud aussi, if P est supérieur à Q, donc Q aussi est utilisé dans un prédicat, donc je vais mettre P de P, P de Q. L'instruction then, j'ai P égale P moins Q, donc Q est utilisé dans un calcul, donc je vais rajouter ici C de Q. Dans le else, j'ai Q reçoit Q moins P, donc j'aurai C D Q, puisque j'utilise Q dans un calcul, puis je modifie sa valeur. Ici, c'est un nœud fictif, donc il n'y a pas d'instruction, donc il n'y a pas d'annotation. Je reviens ici, je n'ai pas dans le return, je n'ai pas de Q, je ne mets rien. Et à la sortie, Q devient indéfini, donc j'ajoute K de Q ici. Alors, des questions jusque-là? Des questions? Non? Très bien, on continue. Alors, donc on avait vu un exemple de... Attendez, ça m'évite. Je vais juste... Chaque fois, je dis, je vais le faire et j'oublie de le faire. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a défini le graphe de flux de données, il y a deux façons de l'utiliser. On va l'utiliser, puisqu'on est dans les tests structurels dynamiques, on va l'utiliser de façon dynamique et on peut l'utiliser aussi de façon statique. Donc, il faut savoir que le graphe de flux de données n'est pas seulement utilisé dans les tests structurels dynamiques, mais peut être aussi utilisé dans les tests structurels statiques. Comment? Donc, une fois construit, une fois le graphe de flux de données construit, il peut être utilisé statiquement pour la recherche de séquences particulières, la mise en évidence des erreurs de réalisation, oubli de non-affectation, ou utilisé dynamiquement, donc définition de critères de couverture liés à la vie des variables. Dès qu'on dit dynamiquement ou de façon dynamique, ça veut dire qu'on doit définir des données de test. Les données de test, on va les identifier à partir de critères de couverture basés sur la vie des variables, c'est-à-dire affectation, lecture. Par contre, pour l'utiliser de façon statique, là, on va revenir aux expressions régulières. Donc, on va traduire l'utilisation, ou la vie d'une variable dans un graphe de flux de données sous format algébrique et déduire à partir de là les erreurs. Alors, les erreurs, ça va être plus des choses que le compilateur sait faire. Hein. Ça va être, par exemple, l'utilisation d'une variable alors qu'on ne l'a pas encore définie, une double définition d'une variable. Donc, alors, pour aujourd'hui, on arrêtera ici. Donc, après, on expliquera comment utiliser les graphes de flux de données de façon statique et de façon dynamique. En attendant, je vais vous envoyer le support de cours maintenant et vous allez préparer, donc revenir à la série TD, compléter pour l'exo 1, 2 et 3 le critère de couverture, tous les chemins indépendants, et préparer pour l'exo 4 la question 1, 2, 3, donc le graphe, l'expression des chemins de contrôle et les critères de couverture, tous les arcs, tous les nœuds et tous les chemins indépendants. Voilà. Pour demain, 9h40, dernier délai. Des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Je vais vous envoyer tout de suite le cours. Demain, on a TP. Oui. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'envoyer
le mail du délégué à l'assistante de TP. Je vais le faire tout de suite. Merci pour votre attention. À demain, Inch'Allah. Je vais me déconnecter pour envoyer le mail à l'assistante de TP. Au revoir.